Bonjour chef, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette dernière vidéo sur la guerre froide, nous allons essayer d'expliquer quels sont les différents facteurs qui ont mené à la fin de la guerre froide. C'est parti. Sur votre cahier, à la suite, donc dernière partie, troisième partie de ce chapitre 5, grand 3, la fin de la guerre froide. Un petit rappel pour dire que la guerre froide, débutée en 1947, a duré jusqu'en 1991, que cette guerre froide a divisé le monde en deux blocs, on a parlé de deux pôles et d'un monde bipolaire. L'un de ces blocs était organisé par les États-Unis, c'était le monde démocratique et capitaliste. L'autre bloc que nous allons commencer à étudier aujourd'hui, c'est le bloc communiste dirigé par l'URSS, et c'est d'URSS que vont venir les principaux changements qui vont conduire à la fin de la guerre froide. Sur votre cahier, premièrement, la chute de l'URSS. Le premier facteur pour expliquer les difficultés de l'URSS est le facteur économique. Comme nous l'avions déjà vu à l'occasion de la présentation de cette caricature pendant la crise de Cuba en 1962, l'armement, et en particulier l'arme nucléaire, est au cœur de la guerre froide et au cœur des équilibres entre l'URSS et les États-Unis représentés sur cette caricature. Pendant toute la guerre froide, les deux grandes puissances vont mener une folle course aux armements pour être au moins au niveau équivalent de son adversaire et pourquoi pas au-dessus. Et l'on voit que ici, ce personnage qui représente l'URSS, celui-ci les États-Unis, conduisent à des difficultés économiques éventuelles pour la population de leur pays qui doivent financer ces difficultés. Si les États-Unis ont un système économique qui leur permet globalement de suivre cette course aux armements, l'URSS, elle, a un système économique qui connaît de fortes défaillances, même si la propagande tente de les dissimuler, et l'URSS se retrouve face à des difficultés économiques importantes, notamment liées à cette course aux armements. Le deuxième facteur est militaire pour expliquer les difficultés de l'URSS. L'URSS intervient en Afghanistan à partir de 1979 pour protéger un gouvernement communiste en difficulté. Cette intervention militaire qui aurait dû être rapide va s'enliser et la guerre de l'URSS en Afghanistan dure une dizaine d'années, donc entre 1979 et 1989. Cette guerre coûte cher politiquement à l'URSS, cette guerre coûte cher humainement parce qu'il y a des dizaines de milliers de soviétiques qui meurent en URSS, et cette guerre coûte cher également économiquement. Donc la guerre en Afghanistan est une difficulté de plus pour l'URSS. Le troisième facteur que j'ai retenu ici pour expliquer la fin de l'URSS et ses difficultés est un facteur politique. Brejnev, Andropov, Tchernenko ont été des dirigeants de l'URSS depuis les années 1960 jusqu'au milieu des années 1980. Nous sommes en 1985 et le nouveau responsable de l'URSS, le secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique, c'est son nom officiel quand il prend ses fonctions, il s'agit de Mikhail Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev, comme certains de ses prédécesseurs, constate les difficultés très importantes auxquelles l'URSS doit faire face, notamment des difficultés économiques, et Mikhail Gorbatchev a décidé de mener une politique de réforme profonde. Voici un premier document pour vous permettre de comprendre quels ont été les changements très importants qui se sont produits en URSS durant les dernières années d'existence de cette URSS, justement. Je vous propose tout d'abord de vous expliquer trois termes de vocabulaire. Prospère, cela signifie riche, développé. Liquidé, cela signifie supprimer. Et une économie multiforme, cela correspondrait à une économie dans laquelle il y aurait une part de principes communistes, mais également quelques principes capitalistes qui pourraient être acceptés. Je vous propose de mettre sur pause pour faire ce travail. Première question. Rédiger une présentation complète du document selon la méthode Handy, auteur, nature, date plus contexte, information.
Alors, l'auteur de ce document, tout d'abord, il s'agit de Mikhail Gorbatchev. C'est le dirigeant de l'URSS depuis 1985 et jusqu'en 1991, date à laquelle il prononce ce discours. Alors, le 25 décembre 1991, cela fait donc 6 ans que Gorbatchev est au pouvoir et c'est une information que j'ajoute maintenant, vous ne pouviez pas la connaître, c'est le jour de la démission, c'est d'ailleurs indiqué ici, du dirigeant de l'URSS. C'est le dernier jour d'existence officielle de l'URSS. Voilà pour la date et le contexte. La nature du document, c'est une déclaration, un discours, et l'information principale, vous pouviez vous aider avec le titre pour la retrouver. Gorbatchev dresse le bilan de l'échec de l'URSS, ou on peut dire également Gorbatchev présente les principales mesures qu'il a tenté de mettre en place durant le temps où il était au pouvoir. Question numéro 2. 2A. Relevez un extrait qui montre l'échec économique du système soviétique. Il y en a plusieurs possibles. Je vous présente celui-ci. Nous vivons bien plus mal que dans les pays développés. Ou encore, il fallait tout changer. Voilà deux expressions prononcées par le responsable de l'URSS, le dernier dirigeant de l'URSS, qui montrent bien donc cet échec économique de l'URSS. Petit b, d'après l'auteur, quelle est la cause principale de cet échec? Là aussi, la réponse est donnée clairement par Gorbatchev. Il s'agit du système totalitaire qui existe depuis les débuts de l'URSS, mis en place progressivement par Lénine depuis 1922, renforcé très durement par Staline, un peu allégé par les successeurs de Staline, mais il n'empêche que ce système totalitaire, c'est celui dans lequel l'État et le Parti communiste contrôlent à peu près tous les aspects de la société. Voilà quelle est la cause principale de cet échec, d'après donc Gorbatchev. Troisième question. Gorbatchev indique que de nombreux changements ont eu lieu en URSS depuis son arrivée au pouvoir. Relevez-en 3 exemples. Alors ici aussi, nous avions le choix. Je vous propose d'indiquer comme changement produit par Gorbatchev et conduit par sa politique les élections libres, la liberté de la presse, notamment lié à ce qu'on a appelé la politique de la glasnost, de la transparence, la possibilité de s'exprimer, d'avoir différents médias en URSS, alors que jusque-là, il n'y avait que la presse communiste autorisée. Le multipartisme, c'est la possibilité d'avoir d'autres partis politiques que le Parti communiste. Les droits de l'homme, qui sont reconnus. Ou encore l'économie multiforme, c'est-à-dire la possibilité d'intégrer certaines règles capitalistes, par exemple liées à la propriété privée, dans la nouvelle économie que Gorbatchev souhaitait mettre en place en URSS. Pour faire une petite synthèse de l'action de Gorbatchev, on peut dire que Gorbatchev a fait une politique de réforme et de changement profond dans tous les domaines. Politique, économique, culturel. Le nom donné à cet ensemble de réformes, c'est la perestroïka. L'objectif de Gorbatchev, qui était un communiste, c'était de sauver le système communiste en URSS en le transformant. Il ne voulait absolument pas la fin de l'URSS, mais il voulait sauver l'URSS et avait conscience que cela ne serait possible qu'au prix d'énormes réformes du fait des difficultés de l'URSS que nous avons décrites précédemment. Deux conséquences de la perestroïka, c'est-à-dire cette politique menée par Gorbatchev à partir de 1985, cette politique de grande réforme. La première conséquence est illustrée par cette photo où l'on voit Gorbatchev, dirigeant de l'URSS, aux côtés de Ronald Reagan, qui est le président des États-Unis, donc URSS et États-Unis, en train de signer le traité de Washington pour la suppression des euromissiles en 1987. Les euromissiles, c'était des missiles qui concernaient le territoire européen. Et donc ici, une des conséquences de la perestroïka, c'est la réduction des armements. C'est à la fois quelque chose de positif, puisque ça permet une certaine détente, un certain apaisement dans le cadre de l'opposition classique entre l'URSS et les États-Unis, et c'est aussi l'intérêt de l'URSS qui a besoin de trouver des ressources, de l'argent, puisque son système économique est en grande difficulté. Deuxième conséquence de la perestroïka, elle est illustrée par la photo de droite, où l'on voit les troupes soviétiques qui se retirent d'Afghanistan en 1989. Gorbatchev
choisi de limiter les interventions armées de l'URSS. L'URSS n'a plus les moyens d'intervenir partout dans le monde pour étendre ou consolider, renforcer les positions communistes dans le monde. Et donc l'URSS renonce à son intervention armée en Afghanistan après 10 ans de présence. L'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, était composée de 15 républiques que vous retrouvez ici. Cette URSS éclate entre les années 1990-1991. Les changements, les réformes très profondes introduites par Gorbatchev vont laisser à penser à certaines républiques qu'il est maintenant possible de quitter cette entité, de quitter cette union et de prendre leur indépendance. C'est le cas notamment des pays baltes, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, 3 pays qui avaient été intégrés de force en URSS depuis la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, des mouvements importants se développent et l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie prennent leur indépendance et sortent de l'URSS. Le mouvement se poursuit avec l'Ukraine et bientôt c'est en Russie que ce mouvement également se poursuit. Alors on peut se demander qu'est-ce que l'URSS si la plus grande de ces républiques n'en fait plus partie. Cette idée est reprise par cette caricature. On voit les fameuses poupées russes, les matrioshkas, les poupées gigognes. On voit donc ici les États baltes qui sont sortis de l'URSS, l'Ukraine qui est sortie de l'URSS, la Russie qui sort de l'URSS, et l'URSS n'est plus qu'une coquille vide. L'URSS n'existe plus tout simplement. Cette idée est reprise par cette caricature de Plantu en décembre 1991, où l'on voit la représentante de l'Ukraine, de la nation ukrainienne et de l'État ukrainien représenté ici par son drapeau. L'Ukraine n'est plus une république de l'URSS. Même chose pour la Biélorussie, avec un drapeau national. Même chose pour la Russie, conduite d'ailleurs par un opposant très important à Gorbatchev qui est ici. Cet opposant donc s'appelait Boris Yeltsin. Et l'on voit Gorbatchev qui normalement devrait mener cette union des républiques socialistes soviétiques. Eh bien désormais il n'y a plus de drapeau puisque l'URSS n'existe plus. Ce qui conduit Gorbatchev, qui a perdu le sourire, à démissionner le 25 décembre 1991, c'est la fin officielle de l'URSS et ce discours qu'il tient dans les mains, c'est le document que vous avez étudié tout à l'heure. Les 15 républiques qui formaient l'URSS sont devenues jusqu'à aujourd'hui des États indépendants. L'URSS a disparu. Cette disparition de l'URSS a bien évidemment des conséquences absolument fondamentales pour notre propos, c'est-à-dire la guerre froide, et ici la fin de la guerre froide. Je vous laisse réfléchir à cette idée avec cette caricature et les 2 questions qui l'accompagnent. Pensez à mettre sur pause, vous pouvez retrouver bien sûr cette caricature, page 162 dans votre livre. Première question. 4A, quelle est la signification de cette caricature? Alors, on peut la décrire tout d'abord rapidement. Nous sommes sur un ring de boxe. Ici, on peut reconnaître l'URSS symbolisé par le marteau et la faucille, le t-shirt rouge, et puis il s'agit de Gorbatchev, un des 2 boxeurs. L'autre boxeur, avec un t-shirt bleu USA, il s'agit des États-Unis et c'est le président qui a succédé à Reagan, il s'agit du président Bush. Et ces 2 boxeurs semblent victorieux et l'arbitre qui représente le monde, ces boxeurs sont victorieux d'un monstre qui est à leurs pieds et la petite légende que vous aviez vous indiquait que c'était le monstre de la guerre froide. Donc la signification de cette caricature, c'est la fin de la guerre froide et la victoire supposée de l'URSS et des États-Unis et pour, bien évidemment, l'équilibre du monde entier ici. Question 4b. Ce point de vue vous paraît-il conforme à la réalité expliquée? Alors, cette caricature, vous l'avez probablement vue, elle est d'origine soviétique.
Et ça explique probablement pourquoi sur le ring il n'y a pas qu'un vainqueur, puisque le vainqueur en définitive de la chute et de la disparition de l'URSS, ce n'est certainement pas l'URSS qui n'existe plus, et c'est maintenant les États-Unis, et au-delà des États-Unis, avec la fin de la guerre froide, la disparition du communisme en URSS, c'est progressivement la diffusion des valeurs américaines, à savoir le système économique capitaliste et la démocratie libérale. Cette chute de l'URSS, elle a également des conséquences sur les pays communistes en Europe de l'Est. Deuxièmement, nous allons présenter maintenant l'effondrement des dictatures communistes d'Europe de l'Est en 1989. Cette carte de la guerre froide en Europe, pour rappeler que l'Europe de l'Ouest en bleu et l'Europe de l'Est en rouge ont été divisées par le rideau de fer pendant la guerre froide. En Europe de l'Est, les populations ont parfois essayé de résister et de demander des changements pendant toute la durée de la guerre froide. Ça a été le cas par exemple en RDA, à Berlin-Est en 1953, les ouvriers qui demandaient notamment des améliorations de conditions de travail, eh bien l'URSS est intervenue militairement et a mis fin à cette protestation. Ensuite, en Hongrie, pour ne citer que quelques exemples, en Hongrie en 1956, ici une partie de la population a souhaité carrément sortir du système communiste et l'URSS est également intervenue militairement. Il y a eu des milliers de victimes en Hongrie et la Hongrie est restée une dictature communiste jusqu'à la fin de la guerre froide. On peut citer un troisième exemple avec la Tchécoslovaquie, le printemps de Prague en 1968, où là aussi la population souhaitait des changements. L'URSS que l'on voit représentée par les chars ici sur cette photo, l'URSS est donc intervenue militairement. À chaque fois donc l'intervention militaire de l'URSS a empêché des changements dans les dictatures communistes d'Europe de l'Est. Gorbatchev, arrivé au pouvoir, choisit de renoncer à ses interventions armées en Europe de l'Est. Comme il a fait le choix déjà en Afghanistan de retirer ses armées, eh bien, il va annoncer également que c'en est terminé des interventions militaires de l'URSS en Europe de l'Est. Un pays va nous concerner, principalement dorénavant, il s'agit de la Pologne, puisque la Pologne est le premier pays d'Europe à sortir du système communiste. Alors, dans les années, fin des années 70 et début des années 80, il y avait déjà eu des mouvements importants en Pologne et en 1988-1989, un mouvement massif de grève des ouvriers et des mineurs va obliger le pouvoir communiste à négocier avec les opposants en 1989. Alors, l'un de ses opposants principaux, il s'agit tout d'abord d'un syndicat libre, un syndicat non communiste, c'est-à-dire les ouvriers ont formé une association pour défendre leurs revendications. Ce syndicat porte le nom de Solidarność, en français, Solidarité. Sachant que l'URSS n'apporte plus son soutien aux pays communistes, ou en tout cas c'est un soutien désormais mesuré, pour la première fois dans un pays d'Europe de l'Est, le pouvoir communiste va être obligé d'organiser une table ronde que vous voyez sur cette photo, et cette table ronde elle est le symbole de la négociation entre le pouvoir communiste et les opposants, notamment ceux qui dirigent le syndicat Solidarność. Une des mesures les plus importantes de cette table ronde et des décisions qui vont être prises dans les jours suivants va être pour la première fois l'organisation d'élections libres en Pologne, et l'on a cette photo surprenante où le dirigeant communiste du pays, Jaruzelski, se retrouve aux côtés de Wałęsa, c'est le principal opposant et c'est le dirigeant du syndicat Solidarność. Voici une photo de la première réunion du Parlement élu librement en 1989. L'histoire va vite en Pologne puisque la première élection démocratique libre l'année suivante, en 1990, conduite à l'élection de Wałęsa, qui était passé par la prison parce qu'il s'était opposé au système communiste en Pologne. Et voici Wałęsa qui prête serment, c'est désormais le président de la République démocratique de Pologne. Le système communiste n'existe plus en Pologne. Si l'on revient sur la carte de l'Europe, on peut parler d'un effet domino en Europe de l'Est durant cette année 1989.
Le premier pays à sortir du système communiste est la Pologne, et cette évolution va en entraîner d'autres. La Hongrie, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. Voici 6 pays communistes durant toute la guerre froide, 6 anciennes dictatures qui sortent du communiste et qui deviennent des démocraties libérales avec un système économique capitaliste à partir de 1989. Un petit mot sur l'Allemagne de l'Est en 1989. Des mouvements citoyens qui se créent, notamment le mouvement Neues Forum, et donc des citoyens qui veulent s'exprimer autrement que dans le cadre du Parti communiste. Ce peuple qui n'a plus peur, comme le dit ce magazine d'Allemagne de l'Ouest, Der Spiegel, Volk ohne Angst, ça signifie donc un peuple sans peur. L'URSS n'intervient plus militairement, le Parti communiste d'Allemagne de l'Est se retrouve en difficulté et des manifestations vont se développer partout en Allemagne de l'Est et rassembler des centaines de milliers de personnes qui affirment, comme on le voit sur cette pancarte, Wir sind das Volk, nous sommes le peuple. La suite, vous la connaissez déjà puisque nous l'avons étudiée. Ces manifestations populaires et pacifiques vont conduire à la chute du mur de Berlin en novembre 1989. C'est la fin du communisme en Europe de l'Est et ici particulièrement en Allemagne de l'Est. Le même mouvement se produit en Tchécoslovaquie. Cette photo, pour montrer l'ampleur de cette manifestation et bien comprendre que ce sont des manifestations très populaires donc, et pacifiques, à tel point qu'en Tchécoslovaquie, on a appelé cette révolution la révolution de velours. Cette fin de la guerre froide en Europe de l'Est va entraîner des changements. Je voudrais simplement m'arrêter sur un exemple de changement important. Le développement des idées nationales va conduire à la scission de la Tchécoslovaquie en 1993. Les Tchèques et les Slovaques vont considérer qu'ils forment des nations différentes et les Tchèques vont former un nouveau pays, la République tchèque ou la Tchéquie, avec un gouvernement, un drapeau. De l'autre côté, les Slovaques vont former également un État séparé, la Slovaquie. Ce pays qui pendant toute la guerre froide s'était nommé donc la Tchécoslovaquie, eh bien ce sont aujourd'hui sur la carte d'Europe 2 pays séparés, la République tchèque et la Slovaquie. Cette scission s'est faite de manière pacifique en Tchécoslovaquie. Ce n'est malheureusement pas le cas dans un autre pays où le mouvement national a été également très fort, la Yougoslavie. Alors, un mot sur la Yougoslavie, un pays qui s'est libéré tout seul, sans l'aide de l'URSS, de la domination des nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour cette raison principale, la Yougoslavie, dirigée pendant une quarantaine d'années par un homme qui s'appelait Tito, eh bien, va affirmer une certaine indépendance vis-à-vis de l'URSS. C'était un communisme original et moins dur que dans d'autres dictatures qui s'est développé en Yougoslavie. La Yougoslavie, c'était une fédération composée de 6 républiques et avec la fin du communisme, certaines de ces républiques vont vouloir prendre leur indépendance du pouvoir central qui était en Serbie. Entre 1991 et 1995, il va y avoir de terribles guerres civiles qui vont conduire à l'éclatement de la Yougoslavie. Guerre civile, puisque ce sont des Yougoslaves qui vont se battre contre d'autres Yougoslaves. Certaines républiques vont donc affirmer leur indépendance. C'est d'abord le cas de la Slovénie en 1991, puis de la Croatie, la Macédoine. C'est ensuite le cas de la Bosnie-Herzégovine et à chaque fois, avec la Slovénie, avec la Croatie, avec la Bosnie-Herzégovine, il y a des guerres terribles avec l'armée serbe. Ça a donné lieu à des affrontements considérables et dramatiques, notamment en Bosnie-Herzégovine, jusqu'à la signature d'un traité de paix en 1995 pour que les guerres s'amenuisent et s'arrêtent. Plus tard, c'est le Monténégro qui a pris son indépendance de cette fédération yougoslave en 2006 et tout récemment, donc plus récemment en tout cas, en 2008, le Kosovo, j'ai indiqué le Kosovo en grisé puisque l'indépendance du Kosovo n'est pas reconnue aujourd'hui par tous les États du monde.
il y a eu plus de 130 000 morts dans le conflit, qui est le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ces guerres dans l'ex-Yougoslavie ont été véritablement terribles du point de vue du bilan humain. Un dernier mot pour comparer l'Europe de la guerre froide, à l'ouest, en bleu, le système démocratique et capitaliste, à l'est, le système communiste. Eh bien, aujourd'hui, l'Europe que nous connaissons, l'Union européenne intègre un certain nombre de ces anciennes dictatures communistes d'Europe de l'Est. Si l'on regarde par exemple l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, les États baltes étaient des républiques de l'URSS. Et les autres territoires dont le nom est cerclé de noir donc, étaient des territoires qui étaient communistes pendant toute la guerre froide et qui aujourd'hui sont des États indépendants et qui sont partie intégrante de l'Union européenne. Je vous propose de compléter cette légende sous forme de schéma en vous aidant des expressions et des dates indiquées ici. Pensez à mettre sur pause pour avoir suffisamment de temps pour faire ce travail. Difficultés économiques de l'URSS liées notamment au poids de la course aux armements. Difficultés militaires de l'URSS, notamment liées à la guerre en Afghanistan entre 1979 et 1989. Ces difficultés économiques et militaires font de l'URSS une grande puissance fragilisée. On a pu parler à ce propos d'un colosse aux pieds d'argile. La propagande soviétique faisait en sorte de cacher cette réalité, mais elle était fragilisée depuis de nombreuses années. Gorbatchev tente de grandes réformes dans tous les domaines, politique de perestroïka, justement pour répondre aux difficultés de cette URSS. Il y a de fortes oppositions à Gorbatchev en URSS, certains reprochant à Gorbatchev de ne pas aller assez vite, et il voudrait plus de liberté plus rapidement, d'autres au contraire voudraient ne rien changer et garder le système communiste. Et Gorbatchev se retrouve un peu isolé dans cette situation, ce qui conduit à l'éclatement de l'URSS en 1991, nous l'avons vu, les républiques qui ont pris une à une leur indépendance. Les changements intervenus en URSS ont également eu des conséquences, bien sûr, en Europe de l'Est. Fin du soutien militaire de l'URSS en Europe de l'Est, ceci va accélérer les changements et la fin des dictatures communistes en Europe de l'Est en 1989 devient une réalité, avec notamment le symbole de la guerre froide, la chute du mur de Berlin. Éclatement de l'URSS en 1991, fin du communisme en URSS, nous pouvons maintenant dire c'est la fin de la guerre froide. Voilà, j'espère que ce cours vous a intéressé, je vous félicite pour votre travail et vous dis à très bientôt. Au revoir.